Bonjour à tous, 18 heures, on est ponctuel, je vous propose de Ouais. commencer. Mhm. Donc, bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous copro du mois de juin sur la rénovation énergétique et le confort d'été en copropriété. Donc, proposé du coup par l'Agence parisienne du climat. Pour me présenter rapidement, je suis Karim Guiza, le conseiller de l'Agence parisienne du climat dans le nord du 15e, pour les quartiers Saint-Lambert, pardon, pour le quartier Grenelle et Necker. Et je suis accompagné de Cécile, je te laisse te présenter. Cécile Vernier, enchantée. Donc, personnellement, je m'occupe d'accompagner les copropriétés qui sont dans le 17e arrondissement. Merci. Et on est accompagné aujourd'hui du coup de deux intervenants, donc Monsieur Amou et Monsieur Marocero. Je propose de Mhm. présenter rapidement aussi avant de démarrer. Ouais. Oui, bonsoir, Monsieur Amourou. Je vous présenterai et ma structure également quand j'interviendrai. Très bien. Bonsoir, Maro Serrault, donc je suis président du conseil syndical de la copropriété de la rue d'Arcueil. Donc, je tenais à vous remercier du coup pour votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Donc, on va pouvoir défiler. Cécile. D'accord. Alors, donc, du coup, petit point technique effectivement pour ce webinaire. Donc, votre webcam n'est pas activée ainsi que vos micros. Afin de faciliter nos échanges, je vous demanderai de poser toutes vos questions sur l'onglet questions et réponses. Euh, pour vous dire, donc, je répondrai à une partie des questions durant ce webinaire. Par contre, effectivement, je ne pourrai pas regarder l'ensemble des éléments dans le chat. Donc, si vous avez des questions, merci de privilégier cet onglet. Alors rapidement, pour présenter un peu le déroulé, nous allons avoir une introduction de ma part de 10 minutes sur l'Agence parisienne du climat et quelques enjeux que nous traitons au quotidien. Ensuite, il y aura une présentation du coup sur le confort d'été dans les projets de rénovation énergétique réalisés par Monsieur Amourou. Et dans un troisième temps, du coup, une présentation, retour d'expérience du Parc d'Arcueil par Monsieur Marocero. Et enfin, nous aurons du coup une 40 minutes de questions-réponses. Mhm. Donc, en introduction, pour revenir sur l'Agence parisienne du climat, nous sommes une association qui a été créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris afin de l'accompagner à réaliser son plan climat et résilience. Donc, à ce sujet, nous intervenons sur différents domaines comme la rénovation énergétique, la végétalisation, la gestion des eaux de pluie, le zéro déchet, le rafraîchissement. Euh, voilà, encore un. Les publics sont assez variés, donc dans la mesure où les conseillers, nous allons intervenir à la fois auprès des copropriétaires, mais également auprès des professionnels. Euh, non, excusez-nous, on a un petit souci avec la présentation. Mhm. Hop. Tac, tac, tac. Donc, afin de réaliser ce travail, du coup, excusez-nous, nous sommes dotés d'un outil qui s'appelle l'outil Coach CoPro, qui est en fait, si vous voulez, notre annuaire et notre centre de ressources, dans la mesure où l'ensemble des professionnels pouvant intervenir dans les domaines que j'ai évoqués tout à l'heure sont référencés dessus. Et c'est également, du coup, un guide de ressources pour l'ensemble des projets que vous pourriez avoir, à la fois tenant à la végétalisation, à la rénovation. Il permet également d'être mis en contact en tant que copropriétaire avec le conseiller référent sur votre aire géographique et de pouvoir après travailler avec lui à la maturation de vos projets et de vos objectifs. Au vu de la thématique de ce jour, nous nous permettons de vous faire un petit rappel sur un nouveau dispositif du coup, qui a été introduit l'année dernière par la ville de Paris, qui s'appelle le dispositif CoproResis. Effectivement, si la végétalisation n'est pas le principal facteur du coup pour améliorer le confort d'été, il a que l'évapotranspiration a un effet assez considérable. Et donc, toutes les personnes qui ont la chance d'avoir une cour végétalisée ou bien vivant à proximité d'un parc s'en sont déjà rendus compte. Et donc, ce dispositif de coproasis vous propose de vous accompagner dans votre démarche de végétalisation. Donc, il se décompose par un accompagnement technique qui est proposé par l'Agence parisienne du climat. Donc, encore une fois, le procédé est simple, c'est de se connecter sur Coach CoPro et de rentrer en contact avec le conseiller qui sera chargé de vous accompagner. Et également, du coup, un accompagnement financier par la ville de Paris. En effet, celle-ci, du coup, finance à la fois donc, vos études, préalables, du coup, en toiture et en cours, avec un forfait de 5 000 euros, une prestation forfaitaire de 5 000 euros sans condition de travaux. Et puis après, si vous voulez, du coup, continuer dans votre démarche de travaux,
le financement peut monter jusqu'à 60% du montant hors taxe. Je vais m'arrêter là pour la présentation et laisser du coup place à mes intervenants. Euh, alors, on me dit que le son n'est pas optimal et plus clair. Merci de vérifier. D'accord. Écoutez, pendant ce temps-là, je vais laisser du coup la place à nos intervenants donc, pour cette présentation. Donc, merci, Monsieur Abroud. Floor is yours, comme on dit. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Monsieur Amourou. Je suis le co-gérant de la SARL d'architecture Rocher et Amourou, créée en 2009 par mon associé Monsieur Rocher, que j'ai rejoint en 2012. Un petit point sur notre agence. Depuis sa création, et notamment grâce à nos rencontres, l'agence s'est spécialisée dans les travaux de rénovation, d'abord classiques, des ravalements, des réfections de toiture, parties communes et projets divers pour des bailleurs sociaux. Puis progressivement, depuis une dizaine d'années, nous nous sommes orientés vers des projets de rénovation énergétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça représente environ 70% de notre chiffre d'affaires, le reste étant consacré à l'entretien courant et à des projets pour des bailleurs sociaux, toujours de rénovation énergétique. À ce jour, l'agence a livré une vingtaine de chantiers et on a accompagné plus d'une centaine de copropriétés sur toutes les étapes d'un projet de rénovation. C'est ainsi que je suis avec vous ce soir sur l'invitation de l'APC pour vous exposer le rôle que peuvent jouer les travaux de rénovation énergétique sur le confort d'été. Pour cela et pour illustrer mon propos, je me suis permis de prendre l'exemple de l'un de nos derniers projets livrés en 2023, situé dans le 19e arrondissement de Paris et dont le programme des travaux comprenait notamment le ravalement des façades avec ajout d'isolants, laine de roche et bardage ventilé. C'est la photo que vous voyez sur la droite de votre écran. Le remplacement des fenêtres en simple vitrage, donc fenêtres encore d'origine. La réfection de des toitures avec un ajout d'isolant, polyuréthane en toiture, l'isolant. L'amélioration du système de ventilation avec la mise en œuvre d'un système hybride, l'isolation des planchers hauts des sous-sols et enfin l'amélioration des installations en chaufferie avec un équilibrage du réseau en fin de chantier. Alors, je sais ce que beaucoup risquent de me dire, c'est que le besoin principal de la copropriété, euh, quand ils se sont rapprochés de votre agence, ce qui les préoccupait, c'était de réduire les consommations de chauffage. Et c'est vrai, mais pas uniquement. Puisque ce bâtiment-là, et c'est pour ça que je l'ai pris en exemple, le bâtiment principal est orienté est-ouest et 90% des logements, sauf le rez-de-chaussée, bénéficient d'une double orientation, avec peu ou pas de vis-à-vis du tout pour les étages supérieurs. De ce fait, les appartements montent rapidement en température dès que celle-ci dépasse les 25 degrés à l'extérieur. Donc, dès le début des études, le confort d'été a été l'une des préoccupations du conseil syndical et on a beaucoup échangé à ce sujet. Et en se penchant sur les paramètres qui permettent de réduire la surchauffe pour rendre un bâtiment ou là un logement plus confortable, on trouve notamment la température des parois, maîtriser la température des parois, maîtriser le rayonnement solaire et la maîtrise du renouvellement de l'air. Si on fait un pont rapide avec le programme de travaux que je vous ai exposé précédemment, on voit que l'isolation des murs, des sols et des toitures permet d'améliorer le confort thermique en toute saison. On renforce l'inertie des murs extérieurs et donc on empêche le froid de pénétrer en hiver, c'est vrai, mais on empêche aussi à la chaleur de s'infiltrer en été. Cette isolation qui est toujours couplée à une ventilation hybride permet également de réguler le flux d'air. Euh, sur toute cette typologie de bâtiments, la ventilation naturelle qui est présente dans les bâtiments construits avant les années 70, le renouvellement d'air est continu et pièce par pièce. Donc le froid entre en hiver et la chaleur entre en été. En améliorant ce système avec un système hybride, sans trop rentrer dans les détails pour le moment, on maîtrise le flux d'air en réduisant au minimum les apports extérieurs en journée. Les fenêtres, qui faisaient aussi partie de ce programme de travaux, jouent également un rôle crucial dans l'amélioration de ce confort. Et le remplacement des fenêtres en simple vitrage qui a été effectué sur l'opération par des vitrages à isolation renforcée ou double vitrage permet de profiter des apports solaires en hiver. C'est très bien pour faire des économies de chauffage, mais renforce aussi le confort thermique global du bâti. Enfin, et ça c'est un sujet qui était un peu plus délicat sur la résidence, il est essentiel de maîtriser le rayonnement solaire.
On est tous d'accord qu'il est bénéfique en hiver pour réaliser des économies de chauffage, mais en été, il peut très vite devenir gênant, surtout en fonction de l'exposition, et notamment les expositions sud et ouest. Euh, et pour cela, il y a plusieurs solutions. Euh, alors, oui, excusez-moi, je ne regardais pas la présentation, mais vous pouvez faire défiler, s'il vous plaît, sur la diapo d'après. Alors ça, c'est l'ajout d'isolant en façade, mais on pourra y revenir. Et du coup, sur la dernière diapositive, donc je disais qu'il existe plusieurs solutions, et une des solutions qui avait été présentée sur ce projet, c'est un système de brise-soleil, ou abrégé BSO, qui permet, comme son nom l'indique, de briser les rayons avant qu'ils frappent la vitre, en optimisant la gestion des apports solaires. L'intérêt, c'est que l'hiver, ouvert, il laisse le soleil chauffer le logement, et l'été, fermé, il protège de la chaleur sans obstruer complètement la vue, puisque les pales ne se ferment pas à 100%. Voilà. La problématique, pour être tout à fait honnête avec vous, de ce genre de process, c'est que ça reste assez onéreux actuellement, et que sur ce cas de figure, la résidence était déjà équipée de volets roulants, qui avait une campagne qui avait été effectuée de remplacement, donc beaucoup de volets en aluminium isolés étaient posés, et donc ça n'a pas fait l'unanimité. Et effectivement, le volet roulant permet aussi de se prémunir du rayonnement solaire. La seule problématique, c'est que on se met dans le noir et que c'est pas forcément agréable. D'où l'intérêt du brise-soleil ou du store ou de diverses solutions qui permettent de quand même garder de la luminosité tout en se protégeant des rayons lumineux. Voilà. Donc, en conclusion, on voit qu'un projet de rénovation énergétique, même si actuellement ils sont souvent motivés et vendus comme étant des projets générant des économies de chauffage, on voit que tous les postes travaux qui traitent ce problème-là améliorent également en parallèle le confort d'été, tout bonnement, puisqu'on va traiter l'enveloppe du bâtiment en la rendant plus étanche dans sa majorité. Voilà. Merci à vous. Alors, merci, Monsieur Amro, pour votre présentation. Écoutez, je vais vous donner encore un peu de temps. Excusez-moi, Monsieur Maroussero. Je vais juste Ok. en profiter dans ces cas-là pour vous poser une question qui est arrivée durant votre présentation. Que pensez-vous des installations de pompes à chaleur réversibles faites individuellement dans une copropriété? Alors, j'ai loupé juste la fin, faites individuellement. Oui, que pensez-vous du coût d'installation de pompes à chaleur réversibles faites à titre individuel dans une copropriété? Donc, Oui, c'est important, c'est pour ça que je vous demandais si j'avais bien compris, puisque la pompe à chaleur, pour le moment, c'est un dispositif qui est mis en place sur les maisons individuelles, beaucoup, que l'État pousse, et a raison, puisque assez efficient, mais en technique, on ne sait pas le dimensionner et on ne sait pas le poser pour que les ouvrages soient pérennes en copropriété. Alors, si elle est posée de manière individuelle, bah, ça revient euh, à traiter un pavillon. Après, il faudrait que je connaisse un tout petit peu plus la problématique, puisque en termes techniques, ça me paraît compliqué d'installer ça individuellement, sachant qu'il y a des installations extérieures, que la pompe doit être à l'extérieur. Ça veut dire qu'elle se retrouve forcément sur un balcon, et que c'est des installations qui font du bruit. Et donc, ça risque de poser potentiellement des problèmes de voisinage. Et c'est souvent pour ça que ces systèmes-là ne sont pas adoptés en copropriété et restent des systèmes individuels. d'accord, merci beaucoup. Bah, écoutez, ça a suscité d'autres questions, donc je vais vous laisser y répondre également. La pompe à chaleur sur le balcon rejette-t-elle de la chaleur? Oui, c'est le même principe qu'une clim. Tout ce qui est refroidi à l'intérieur rejette de la chaleur à l'extérieur. Euh, et quand elle crée du chaud, elle rejette du froid à l'extérieur. D'accord. Et alors, une question de précision par rapport à la présentation, c'est combien de lots d'habitation ont été le revue des années? 101. Non, d'accord, Oui, on est passé un peu vite sur cette diapo-là, mais 101 logements. d'accord. Parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la deuxième présentation. Donc, je vais vous donner c'est vous, puis on reviendra, vous inquiétez pas, sur les questions, à la partie questions-réponses à commencer. Ok. Donc, il faut mettre la diapo, c'est ça? Elle arrive. Voilà, d'accord. Donc, nous, c'est une copropriété de 1969. Donc, on a chauffé, bon,
à peu près 10 000 mètres carrés et on est 170 logements, 3 commerces. Il y a beaucoup de bailleurs, c'est une majorité de copropriétaires bailleurs, 110 et on est 60 copropriétaires occupants. Le chauffage et la production d'eau chaude ils sont faits au gaz naturel. Et donc, nous, on l'a fait, c'est vrai, essentiellement pour faire des économies d'énergie. Et, et le problème aussi au démarrage, c'était que donc, nous avions pas mal de fuites d'eau sur les terrasses, sur les façades un petit peu, etc. Et donc, on a réussi à expliquer, grâce à Solia d'ailleurs et à l'APC, que si on faisait un projet de rénovation ambitieux, donc qui devait dépasser au moins 35% de gain d'énergie, on aurait une subvention très, très, très intéressante, 30%. Et que de toute façon, si on ne faisait pas un projet de rénovation d'un coup, on le ferait en 2 fois et là, on perdrait l'avantage de la subvention. Ça a été un des gros points sur lequel je me suis appuyé pour espérer et avoir, disons, 70% de votes positifs. Mais il a fallu transpirer. Effectivement, ça a duré un petit moment pour expliquer tout ça. Et donc, c'est grâce à la PC et à Solia, j'en profite pour dire, et à l'assistance qu'on nous a apporté qu'on a pu trouver un bon maître d'œuvre. Et derrière, ce maître d'œuvre qui est compétent, comme on va dire, M. Amouroux, nous a fait tous les, tous les appels d'offres, etc. Alors, qu'en est-il, je ne sais pas si vous pouvez mettre le deuxième, donc le deuxième pour juste que le deuxième, voilà. Donc nous, on a fait la même chose qu'a fait M. Amouroux, c'est-à-dire le ravalement de nos 170 logements, l'isolation des terrasses, évidemment, l'isolation des planches. On a enveloppé l'immeuble d'une doudoune, j'allais dire, hein. Et la seule chose peut-être que nous avons fait en plus, c'est qu'on a mis en place un système de régulation prédictive. C'est-à-dire que c'est un système qui permet de dire, voilà, il va y avoir du soleil dans 2 heures, donc je ne lance pas le chauffage partout pour rien, je mets juste une goutte de chauffage, j'ouvre la vanne de chauffage très très faiblement, et le soleil va me remplacer. Donc tous les apports qui rentrent dans l'immeuble sont valorisés. Ils ne ressortent pas l'hiver, hein. Donc là, je suis toujours l'hiver. Euh, Ce système aussi va me permettre, grâce à des sondes, donc on a mis des sondes dans 10% des logements, c'est un peu limite, c'est un peu léger, mais enfin, ça suffit quand même. Donc j'ai des sondes qui sont à l'est, à l'ouest, vous voyez, au nord-sud, au premier étage, aux derniers étages et à l'étage intermédiaire. Ça me permet d'avoir une température, je peux suivre une température dans l'immeuble de manière euh, instantanée. Je peux maintenant aussi régler, si je veux, changer les réglages du chauffage. Quand je dis je, il n'y a que le gestionnaire de la chaufferie qui a le droit de le faire, hein. Mais je peux lui demander. Donc, ça me permet de voir un hiver bien réglé pour ne pas dépasser donc, entre 20 et 21 degrés. On essaie bien, on est plutôt proche de 21 degrés de température moyenne de ces 20 sondes. Et l'été, on va le voir aussi, euh, ce qu'il en est. Donc, vous pouvez mettre la troisième diapo. Le gain énergétique a été quand même spectaculaire l'hiver, je le dis parce que c'est vrai, vous voyez, alors bon, j'ai mis ça en mégawattheures, mais 1974, ça fait 2 millions de kilowattheures, et cette année, je suis proche vous voyez, je dépasse un peu 1 million de kilowattheures, 1 60 kilowattheures. C'est-à-dire qu'en 10 ans, parce que nous avons remplacé aussi la chaufferie par une chaufferie à condensation en 2015, et nous avons donc divisé par deux notre consommation. Alors, on gagne surtout sur le chauffage, et, mais par contre, on a besoin d'éco-gestes partout, que ce soit l'été, l'hiver, etc. Mais par exemple, pour l'eau chaude, il faut expliquer aux gens, bon, oui, j'ai pas fait beaucoup d'économies d'eau chaude. Je pensais faire plus. On a fait des campagnes, et donc d'où l'importance aussi des éco-gestes qu'on va retrouver euh, l'été. C'est-à-dire que, attention, utiliser l'eau avec parcimonie, etc. Mais je n'ai pas tout à fait réussi là-dessus. Donc, l'hiver, disons, et comme éco-geste, par exemple, mais ça, on verra l'été, c'est la même chose. L'hiver, si je ne me chauffe pas, alors c'est vrai que comme c'est un chauffage collectif, il y a donc un chauffage qui passe, il y a des pertes entre les appartements. Ben, si je ne me chauffe pas, je fais des économies d'énergie énormes. Moi, par exemple, depuis le 1er mars, je n'ai jamais chauffé.
il y a des résidents qui n'ont jamais chauffé de l'année. Donc, eux, ils payent. Bon, ils sont peut-être moins frileux que d'autres, mais la température moyenne, grâce au système d'enveloppe isolant, ben, fait qu'ils ont quand même une température correcte et ça fait vraiment des économies, hein, ça. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui l'ont acheté là parce qu'on a fait la rénovation. Il y en a qui sont en télétravail, qui aiment avoir chaud, ben, ils payent 3 ou 4 fois plus cher que celui qui a des éco-gestes et qui ne chauffe très peu. Et voilà. Donc, on retrouve maintenant en été, par contre, c'est peut-être moins spectaculaire. Enfin, oui, je rajoute juste un truc. Pour le patrimoine aussi, c'est très très bien parce qu'avant, on avait, vous voyez, des infiltrations d'eau, etc. Maintenant, c'est nickel. C'est-à-dire, on a un immeuble qui est, en tout cas sur la façade et la terrasse, qu'on peut considérer comme neuf au moins pendant une bonne dizaine d'années. On n'investit plus là-dedans. On n'entretient plus là-dedans. Donc après, vous allez voir si vous pouvez mettre la dernière diapositive. Donc l'été, c'est là où ça dépend surtout des éco-gestes. Oui, bon, d'accord, mais il faudrait mettre peut-être. Alors, on va voir que l'isolation permet de retarder l'entrée de chaleur, comme a dit monsieur, et d'obtenir un gain de température de quelques degrés. C'est-à-dire que justement, bon, je ne sais pas si on va le voir tellement, mais si vous pouvez mettre la dernière diapo. Donc, vous voyez, j'ai mis l'été 2023 parce que l'été 2024 est à peine entamé, si on peut dire que c'est un été. Donc, en bas, vous avez la météo de Paris, vous voyez. On monte au moins à 37 degrés. Et bon, on le voit assez mal, hein, mais la courbe verte, c'est la température extérieure. Et en dessous, c'est le rayonnement solaire en jaune. Et la température en bleu, vous voyez qu'on monte difficilement au-dessus de 27-28, alors qu'on monte facilement à 36. Donc, il y a quand même un gain de quelques degrés. Et ce gain de quelques degrés, évidemment, dépend aussi de chacun. C'est vrai que c'est embêtant, il faut fermer les volets pour pas que le soleil tape même sur les doubles vitrages. Et à ce moment-là, et le soir ou le matin, il faut absolument ouvrir pour que quand la température est plus fraîche, disons, ça rentre dans l'appartement. Alors, nous avons des appartements traversants, mais il n'y en a pas trop, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une quinzaine. Tous les autres appartements ne sont pas traversants. Mais, euh, donc là, les éco-gestes sont aussi importants. Mais c'est important à toutes saisons, je voudrais dire. Et c'est important pour la température, c'est important pour l'eau, etc. Bon, j'espère que ce n'a pas été trop loin. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez eu des blocages avec les urbanistes de la ville de Paris enfin, pour les travaux de votre copropriété ou pas. Et Oui. dans Alors, les projets de rénovation énergétique, s'il y avait souvent des blocages avec justement l'urbanisme de la ville de Paris ou les alors, bâtiments l'architecte des bâtiments de France. alors ça, c'est l'équivalent de M. Amouroux qui en a fait son affaire, c'est-à-dire, on savait qu'il fallait garder un petit peu, on va dire, le look de l'immeuble qui était. Donc, il y avait des zones grises et des zones blanches, en gros, donc il fallait faire un immeuble qui garde ça. Et donc, c'est l'architecte de notre agence, là, qui est allé voir le bureau, enfin, l'architecte des bâtiments de France. Et à un moment donné, effectivement, on a changé aussi un petit peu le projet, enfin, bon, pas énormément, mais donc on n'a pas eu de, non, on ne peut pas dire qu'on a eu de blocage. Pourtant, on est à côté donc, de la CTU, donc il y avait des bâtiments placés à proximité. Et par exemple, on avait prévu, on aurait pu avoir un blocage si on avait fait un angle mince, peut-être. Je ne suis pas sûr. Donc, on voulait donc faire des bandes enfin, noires, et, comme vous l'avez vu, noir et blanc. Et l'architecte nous a dit que c'était conforme. Donc, Oui, non, donc on vous n'a n'avez pas eu pas de du blocage. tout eu de problème Non. de cet ordre-là. Enfin, je pense que c'est grâce à l'équivalent de M. Amourou, hein, qui a discuté. Nous, on n'a pas du tout discuté. D'accord. Et Monsieur Amouroux, vous rencontrez souvent ce genre de problématiques sur les immeubles parisiens? Des blocages? On vous entend pas de...
Mais excusez-moi. On rencontre effectivement ce genre de problématique très fréquemment, mais très bizarrement, très peu dans Paris et plutôt sur les premières couronnes. Mhm. Dans Paris, on a pour habitude de faire préinstruire les dossiers quand c'est possible, de manière à ce que l'architecte des bâtiments de France nous donne son avis en amont et qu'on n'ait pas de soucis et qu'on Absolument. puisse travailler avec lui sur le projet. Mais ça se passe assez bien et typiquement, le projet de rue des Annelés n'avait pas pu être préinstruit pour raison Covid et est passé sans qu'aucun avis ne soit émis dessus. Ça reste assez rare, mais il y a toujours une solution, quoi qu'il en soit. D'accord, donc merci pour votre réponse. Effectivement, on voit qu'il peut y avoir des blocages, mais il faut quand même, il faut pas se bloquer d'avance en fait. Il faut quand même essayer l'isolation par l'extérieur avant de se dire ça va pas passer, etc. Ce serait dommage de bloquer le projet avant même d'avoir essayé de se lancer dans cette aventure dans des isolations extérieures qui sont très bénéfiques pour le confort d'été et pour les gains énergétiques hivernales également. C'est assez simple, il faut tout bonnement prendre les services d'urbanisme de la mairie de Paris et les architectes des bâtiments de France comme des intervenants extérieurs au projet et donc Mhm. qu'il faut faire participer. C'est sûr que si vous leur présentez les choses quand elles sont finalisées et que vous leur demandez leur avis, il y a de fortes chances que leur avis ne corresponde pas à ce que vous avez présenté. Donc le mieux, c'est dès le démarrage des études, quand le projet commence à avancer, de demander un rendez-vous pour avoir leur avis et travailler avec eux et prendre en considération leur avis. Mhm. Tout à fait, merci. Alors, il y a de nouvelles questions. Quel est votre avis sur les climatiseurs posés en toiture fixés à la cheminée? Euh, euh, mon avis technique, alors sur la partie très technique, je vais être honnête, je suis pas un spécialiste de la climatisation, hein, il y a des bureaux d'études qui le sont pour ça. Si c'est posé en toiture, ça ressemble à des systèmes dits collectifs. Mhm. Après, l'avis général que je peux avoir sur la climatisation, c'est un peu celui répondu sur la PAC. Il y a quand même beaucoup d'inconvénients derrière. Et si on peut trouver d'autres solutions via un projet de rénovation énergétique pour améliorer le confort d'été, ça reste préférable pour tout le monde, notamment pour la planète, puisque si on se met à tous Mhm. climatiser, on va faire l'inverse de la politique actuelle parisienne qui est de vouloir créer des îlots de fraîcheur, on va créer des îlots de chaleur. Et donc, Ouais. on On va va vers un réchauffer problème l'air. oui, c'est ça. On va vers un problème infini, d'où l'intérêt d'arriver à réduire cette contrainte qui en est une hein, pour toute personne qui a un bâtiment mal isolé et un appartement mal exposé. On sait que ça peut très très vite monter en température et être désagréable. Donc, Mhm. On est d'accord, très bien. Merci, je vous remercie. Alors, une nouvelle question. Est-ce que la végétalisation d'une toiture permet de mieux isoler par rapport à une couverture technique? Donc là, j'imagine que c'est... hum, il y a forcément un apport via l'épaisseur de terre. Maintenant, je pense que ça reste moindre. L'intérêt de la végétalisation de la toiture, il y a une partie sur la protection de l'étanchéité, puisque le complexe d'étanchéité est protégé euh, par la végétalisation qui est rapportée. Ça reste à maîtriser également pour ce qui est planté dessus. Il ne faut pas des choses avec des fortes racines qui peuvent abîmer l'étanchéité. Donc là, il faut faire attention. Ça, c'est comme dans tous les domaines du bâtiment. Euh, et j'ai oublié la dernière partie de la question, excusez-moi. C'était en gros, est-ce que la toiture est mieux isolée s'il y a juste une isolation ou s'il y a l'isolation plus la végétalisation par Non, rapport à une couverture technique? sur la partie technique, ça va vraiment être à la marge pour, par exemple, l'appartement qui est directement dessous. Par contre, ça revient sur le terme que j'utilisais tout à l'heure, d'îlot de fraîcheur. Ça va permettre de créer un îlot de fraîcheur au sein du quartier et donc de faire baisser la température la nuit Mhm. à l'échelle du quartier et de la ville. Il y a aussi des aides qui peuvent être apportées pour la végétalisation des toitures, Oui, notamment Coproasis. Et également, il peut y avoir une végétalisation qui s'inscrit dans le dispositif de la ville de Paris, Ouais. Éco-Rénovons Paris Plus. Donc, on vous mettra les liens pour avoir plus d'informations là-dessus. On va vous envoyer en fait
la présentation par mail. On va vous envoyer différents liens pour avoir les différentes aides et des Mhm. infos plus spécifiques concernant cette solution. Oui. Nous, on n'a pas étudié parce qu'en fait, on avait un pourcentage de terrasses privatives important. Euh, donc, ça aurait été peut-être compliqué de végétaliser les terrasses collectives, finalement inférieures en surface par rapport aux terrasses privatives. Je suppose. En tout cas, on n'a pas étudié avec Solia et Oui, l'Apex. c'est pas tout le temps faisable, effectivement. Il faut voir également la structure, au niveau structurel, si la Mhm. copropriété peut supporter une telle quantité de Mhm. terre en plus. Donc voilà, après, ça, c'est vraiment adapté à chaque copropriété et à chaque projet. Il n'y a pas une solution unique. Donc, une copropriété mitoyenne peut-elle légalement s'opposer à la pose d'une isolation thermique par l'extérieur par sa voisine en surplomb de son immeuble? Non. Donc, nous, on avait deux copropriétés, donc voisines, forcément, hein, et nous avons été obligés de discuter. Alors, effectivement, ils ne peuvent pas s'opposer, enfin, de mon point de vue. Donc, on a signé une convention, et ils nous ont fait un petit peu chanter en disant, ben oui, on vous laisse faire ce que vous voulez, à telle et telle condition, hein. Puisqu'il y a un endroit où on est sur un mur mitoyen et il y a un autre endroit où ils ont fait participer à la rénovation de leur propre pignon. Et donc, il y a une petite discussion amicale, on va dire, avec- entre les deux conseils syndicaux, mais il n'y a pas eu, il n'y a pas eu d'opposition. Et sur un autre, sur la deuxième copropriété en surplomb, là, c'était gratuit. Donc, il y a des conventions de type qu'on peut appliquer. Il n'y a pas eu de... Je vous remercie. Et d'ailleurs, nous-mêmes, enfin, je m'excuse hein, de votre rapport, nous avons aussi une copropriété voisine maintenant qui veut être en surplomb dans notre jardin. Donc là, on a fait la même chose, ni vu, mais bien entendu. Alors, vous descendez jusqu'à combien? Enfin, bon, il faut regarder les textes, hein, je ne sais plus, on peut descendre jusqu'à... Enfin, là, ils veulent descendre au ras du sol, en gros, à peu près. Et donc, on a dit, ben, c'est bien, mais maintenant, on vous demande une participation. Oui, également. Ça se Voilà. fait aussi. Voilà. Maintenant, c'est nouveau, on peut demander officiellement une participation, puisque quand même, ça nous immobilise quelques mètres carrés, quoi. Je vous remercie. Quelle alternative pour un toit en zinc au climatiseur? Je comprends pas forcément la comparaison entre la toiture en zinc et le climatiseur, si ce n'est que vous êtes sous un toit et qu'effectivement, il doit y faire extrêmement chaud en fonction de l'année du bâti, mais ça, c'est aussi valable pour une toiture terrasse. Et donc, la réponse, bah, c'est un peu la même, c'est d'isoler, puisque maintenant, on sait aussi isoler les toitures anciennes, qu'elles soient en zinc, en ardoise ou en tuile, avec un procédé d'isolation par l'extérieur, sur le même principe que les façades, pour qu'on puisse intervenir en copropriété sans avoir à rentrer dans les logements et donc à avoir des travaux intrusifs dont on sait qu'ils ne sont que très, très, très rarement votés. Donc là, c'est la même idée, on dépose la couverture, on vient rajouter un isolant par l'extérieur et on revient remettre une couverture dito existant. Donc là, en l'occurrence, en zinc. Ça s'appelle, le procédé, ça s'appelle du sarking. Je vous remercie. Alors, le coût par logement est environ de 15 000 euros avec aide ou non, à déduire ou non. Oui, enfin, moi, je prends mon exemple, donc la totalité a coûté 2,4 millions et on a eu 30% d'aide, c'est-à-dire 722 000 euros. Donc, moi, j'ai effectivement de l'ordre de 15 000 euros à payer, mais effectivement, je déduis 4 500 euros, environ 30% de l'aide. Alors, le problème de l'aide, c'est qu'elle arrive tardivement, pour ne pas dire plus. Et donc, je me permets de suggérer à ce moment-là de prendre un PTZ, c'est-à-dire un prêt à taux zéro. Ça, c'est super. Vous prenez le prêt, donc quand arrive vous prenez le prêt à taux zéro, collectif, donc c'est pas trop compliqué. On peut l'avoir jusqu'à 85 ans. La personne la plus âgée chez nous, où elle avait 85 ans à l'époque, et on peut le prendre sur 10 ans, 15 ans, bon, ça dépend. Et,
à 15 ans, il aurait peut-être fallu, non, peu importe. Et donc, ce qui fait qu'avec ce prêt à taux zéro, bah, vous attendez, quand vous touchez un acompte sur la subvention, on a mis à peu près déjà un an, oui, un an pour toucher un premier acompte de 30% sur la subvention. C'est-à-dire qu'on a touché sur les 722 000 euros, on a donc touché 300 000 euros. Puis après, on nous a redonné un deuxième acompte de 100 000 euros. Et le solde, on l'a eu bien après la fin des travaux. Donc l'intérêt, surtout, c'est de prendre un prêt à taux zéro, surtout pour les revenus modestes ou très modestes, qui, eux, en réalité, vont payer beaucoup moins cher, mais ils toucheront toujours pareil la subvention, enfin, en tout cas dans les systèmes que j'ai connus, puisque les travaux sont un peu anciens, disons, hein, chez nous, c'est 2021, 2022. Donc peut-être que maintenant, il y a des avances possibles. Et à l'époque, c'était comme ça, donc, mais avec le prêt à taux zéro, ben, ils n'ont aucun problème, hein, ils touchent les subventions comme ça, et c'est tout à fait absorbable. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup plus parlant d'avoir un cas réel et de voir concrètement ce qui se passe pour les copropriétés. Ça permet de mieux s'imaginer en fait concrètement. Et Merci. actuellement, il y a énormément d'aides à Paris Ouais. euh, au niveau collectif de la copropriété, au niveau national, au niveau de la ville de Paris. Il y a également des aides individuelles qui peuvent s'ajouter Mhm. et des aides de sortie de passoire thermique. Enfin, il y a vraiment énormément d'aides en ce moment. Il y a également des prêts Mhm. euh, donc en fait, si vous avez vraiment très peur à ce niveau-là, il peut y avoir des études spécifiques au niveau financier pour que chaque personne puisse réellement savoir exactement combien elle devra débourser par mois. Et du coup, ça peut nettement aider en fait pour faire Ouais. avancer un projet Mhm. quand on sait exactement si on se dit ben voilà, je vais devoir payer 87 euros par mois pendant 15 ans. Mhm. Ou si on se dit, ben, le projet est à 2 millions d'euros, voilà, il y en a un qui va faire plus peur que l'autre. Donc, il faut Donc, vraiment, en début de projet, vraiment aller dans les détails, échanger, discuter, prendre le temps. Prendre le temps, c'est ouais. vraiment primordial au début, parce que là, en fait, vous partez sur des projets à long terme. Une rénovation de copropriété, ça dure en moyenne 5 ans. Ça peut durer un peu plus longtemps, comme Un un petit peu peu moins longtemps. moins, Ben ouais. voilà. Enfin, nous, Oui. oui, on a eu 2 ans d'études et 2 ans de travaux à peu près. Et 2 ans Voilà, d'études, on 4 ans. aurait pu économiser au moins 6 mois parce que bon, on n'était pas complètement d'accord sur le conseil syndical. Alors oui, Donc, ça peut juste prendre. pour vous, oui, excusez-moi. Dans ce que je dis, là, tout ce que vous dites, là, on a justement l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est fournie par l'APC via Solia, disons, enfin plutôt l'inverse. Et donc, on a un assistant qui va chercher, qui fait tous les calculs qu'on lui demande, enfin, bon, qu'on porte justement sur différents types. Il vient me présenter à l'Assemblée générale tout ce que vous dites. C'est-à-dire que là, c'est là où l'APC, disons Solia, pour tout ce qui est dépenses et tout ça, c'est tranquille. En plus, quand ils arrivent à l'Assemblée générale, ils expliquent que l'aide, c'est un engagement, mais qui va être tenu, etc. Donc là, on a besoin Et de voilà, donc l'APC. plus c'est précis et détaillé, plus il y a Ouais, d'échanges entre le conseil syndical, le syndic, les copropriétaires, ouais. plus il y a une cohésion et une confiance, et plus en fait vous arriverez à aller jusqu'au bout sans blocage. Donc vraiment, Hum, imaginez que c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint, il faut vraiment prendre le temps, ouais, notamment en début de projet. ouais. Alors, avez-vous un lien qui présente les différents types principes d'isolation extérieure? Alors nous, à l'APC, on n'a pas de lien, il me semble pas. Après, on peut en chercher, en trouver, et je vous invite également à contacter votre conseiller au niveau de l'Agence parisienne du climat Mhm, voilà, pour avoir différents liens comme ça. On pourra vous aider, n'hésitez pas. mhm. Ensuite, est-il dans les faits possible auprès des bâtiments de France d'avoir une autorisation de remplacer le zinc par autre chose? À Paris, le zinc chauffera toujours, même isolé. Bah, il n'y a pas de réponse exacte, en fait, ça dépend du bâtiment, de son positionnement dans Paris. Et là, la réponse, il n'y a que l'architecte des bâtiments de France qui l'a, il faut l'interroger pour savoir si c'est envisageable ou pas envisageable. Techniquement, ça l'est.
Mais si le bâtiment est protégé ou dans un secteur protégé, ce qui est le cas de tous les bâtiments parisiens, il aura son avis à émettre et c'est son avis qu'il faut suivre. Je vous remercie. Souvent, les exemples décrits sont sur des copropriétés d'immeubles récents, quid des immeubles parisiens anciens. Alors, récent, oui et non, parce que là, on a deux bâtiments des années 70. Oui. Nous, on a des bâtiments années 50, années 60, avec des problématiques un peu différentes par rapport aux années 70. On a aussi traité du bâti plus ancien parisien. Ça demande des études quand même un peu plus complexes. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être faites. Euh, mais le but est d'optimiser en fait et de pendant les études d'aller au maximum de ce qu'on peut faire euh, et en tout en sachant que économiquement il faut que ça reste raisonnable pour la copropriété, mais en pratique on peut améliorer l'enveloppe énergétique de tous les bâtiments. Et donc, typiquement, bah, un haussmannien, on sait qu'on ne pourra pas toucher à la façade, mais on peut pousser les gens à faire des travaux en intérieur. On peut tout de même toucher aux menuiseries. Si c'est des fenêtres encore d'origine, on peut passer en double vitrage. Il y a un gain très intéressant à faire. L'amélioration du système de ventilation est certes complexe dans un haussmannien, mais elle n'est pas impossible. Il y a des postes haussmanniens où les façades arrière sont beaucoup moins nobles qu'on peut traiter en ITE en retrouvant une finition de type brique. On peut traiter les planchers hauts des caves, on peut traiter les toitures ou les combles. Donc il y a quand même des postes d'amélioration. C'est certes plus facile à partir des années 50-60, techniquement, euh, mais tout est envisageable. Oui, tout à fait. En fait, il y a eu énormément de rénovation de copropriétés, des bâtiments, enfin des copropriétés un petit peu plus, on va dire, moins anciennes. Mais aujourd'hui, il y a énormément de copropriétés haussmanniennes et anciennes qui font actuellement des DTG, des diagnostics techniques globales. Donc en fait, on voit que, il y a des rénovations possibles et dans quelques années, ces copropriétés vont sortir en travaux, vont être rénovées. Donc on aura beaucoup plus d'exemples de ce type de copropriété. Oui. Alors, nous avons trois bâtiments. Nous avons refait la toiture en 2010 avec, pour les combles non privatisés, une isolation par laine de roche, je crois. Si on lance des travaux de rénovation énergétique afin de réduire la chaleur, le Sarking va faire ôter cette toiture neuve en définitive. L'isolation sur le sol d'une comble est moins puissante que celle en toiture. Non, effectivement, je ne l'ai pas précisé puisque j'ai supposé au vu de la question que la personne était directement sous les toits, ce qu'on appelle sous-rampant. Donc vous n'avez pas un plafond horizontal, mais vous voyez le rampant de la toiture, ce qui fait que vous êtes directement sous la réverbération du soleil et donc qui fait très vite chaud, typiquement des chambres de bonne. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir des combles aménagés ou non aménagés. Et s'ils ne sont pas aménagés, effectivement, le plus simple et le moins onéreux, c'est d'isoler la partie haute de ces combles. En fait, ce qui est en contact direct avec le logement. Et après, on a une zone tampon au-dessus entre les combles et la toiture. Et dans ces cas-là, si les combles ne sont pas aménagés, au contraire, il faut éviter le sarking puisque vous allez créer une zone de tampon entre la toiture et votre appartement, et cette zone de tampon, cette zone tampon, elle n'est pas maîtrisée. Donc il faut, si les combles ne sont pas aménagés, on isole les combles, pas la toiture. Je vous remercie. Et d'ailleurs, le Sarking bénéficie-t-il à tous les appartements ou juste à celui qui est en dessous de la toiture? Ah, moi, tous les principes que je vous évoque là, c'est parce qu'on parle de copropriété, donc on parle de travaux qui sont votés à l'échelle de la copropriété. D'où l'intérêt du sarking, puisque sinon, si c'était que pour le logement, vous pouvez intervenir vous-même via une entreprise et faire isoler par l'intérieur votre appartement. Là, je vous expose le problème, l'éventualité du procédé appelé sarking dans le cas d'une réfection globale de toute la toiture et donc qui bénéficie à l'ensemble des appartements sous toiture. Oui, en fait, vous êtes vraiment dans une copropriété. Donc, en fait, c'est ensemble l'immeuble, il vous appartient à tous. Donc, en fait, il faut raisonner en termes de globalité de l'immeuble. Et effectivement, il y a peut-être au niveau de la toiture, ça va plus jouer sur les logements en dessous de la toiture. Si vous faites le plancher bas, ça va plus jouer sur les logements juste au-dessus.
Et en fait, les pignons, pareil. Donc, en fait, il faut raisonner vraiment au niveau global et faire quelque chose au niveau global. Enfin, ce serait dommage d'avoir des personnes qui sont contre parce que ça va pas jouer pour elles. En fait, une copropriété, c'est comme une grande famille. Donc, en fait, c'est, voilà, ensemble. Vous avancez ensemble dans votre projet. Alors, OK, mais ancien, je veux dire 19e siècle. Oui, bah, je pense que j'avais compris. C'est pour ça que j'ai répondu sur les types haussmanniens et les faubouriens, puisque Voilà. c'est typiquement ce type de bâtiment, même avant. Peut-on envisager en toit terrasse végétalisation plus échangeur thermique ou capteur solaire et cumuler les aides? Alors techniquement, tout ça est envisageable. Après, au niveau des aides, là, ça dépasse un peu mon domaine pour savoir jusqu'à quel point toutes ces choses-là, donc la végétalisation, vous l'avez dit, il y a une partie qui peut être prise par le dispositif exposé. Pour le reste, niveau des aides, je ne sais Oui, pas. en fait, c'est cumulable. Oui, oui, les aides, elles sont cumulables. Il y a des aides au niveau performance énergétique et il y a des aides spécifiques pour les végétalisations et pour les capteurs solaires. Tout à fait, je me permets d'intervenir rapidement à ce sujet, notamment pour parler du dispositif de la ville de Paris, le dispositif Éco-Rénov Paris Plus. Parce que donc il faut comprendre que CoproOasis finance des projets de végétalisation et uniquement de végétalisation. Par contre, si vous décidez de partir sur des travaux globaux, comprenant donc à la fois de la végétalisation, mais également des travaux de rénovation énergétique, vous avez la possibilité, en étant accompagné par l'Agence parisienne du climat, de bénéficier de l'accompagnement du dispositif Éco-Rénov Paris Plus, qui propose de financer les deux. Donc, les taux de financement en végétalisation au sein du dispositif ERP+, sont sensiblement similaires avec ceux de CoproOasis. C'est un dispositif de financement appelé îlot de fraîcheur, dans l'optique effectivement de jumeler une rénovation énergétique ambitieuse. Donc, on entend par là qu'il y ait au moins 15% de gain énergétique dans vos travaux de rénovation, et également du coup un dispositif îlot de fraîcheur, donc de végétalisation, de gestion des eaux pluviales et des égouts également. Je vous mettrai le lien également de la brochure dans le, le fil de discussion. Merci, Karim. Est-il possible de faire une isolation des brésilles de toiture en zinc sans rénovation de la toiture complète car elle est en bon état? Et au contraire, n'a-t-on pas un pont thermique au dernier étage en cas d'isolation thermique par l'extérieur qui s'arrête à l'avant-dernier étage sur un pignon? Alors, si on intervient par l'extérieur, et sous les brisilles, c'est toujours habité, donc on est obligé d'intervenir par l'extérieur, non, puisque je dépose la toiture. S'engager dans ce genre de travaux alors que la toiture est récente, économiquement, ça n'a pas forcément de sens. Ça, c'est aussi valable quand même pour beaucoup de postes à partir de la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, de manière générale, elle part d'abord d'un besoin technique. On ajoute de l'isolant en façade parce que les façades nécessitent un ravalement. On rajoute de l'isolant en toiture terrasse parce que l'étanchéité est fuyarde et que on a des plaintes des personnes qui vivent au dernier niveau. Donc se lancer dans ce genre de travaux alors que techniquement il n'y a pas besoin, ça a peu de sens. Et ça a de fortes chances surtout de ne pas passer auprès du reste de la copropriété pour que ça soit voté. Sur les ponts thermiques, effectivement, techniquement, bon là, ça va être un peu dur de l'imager, mais oui, il y a une toute petite zone non traitée qui peut correspondre à un pont thermique. Ça, c'est valable pour le sujet que vous évoquez là, c'est aussi valable pour d'autres points singuliers, même avec un traitement des façades avec une isolation par l'extérieur, il reste toujours des points singuliers. Il faut garder en tête qu'on intervient sur du bâti ancien, que ce n'est pas une construction neuve, donc le but n'est pas de rendre étanche à 100% le bâti, mais c'est d'améliorer à 90% son efficacité énergétique. Et plus effectivement vous faites une rénovation globale, plus vous pouvez travailler ces ponts thermiques, notamment si vous mettez une isolation par l'extérieur et que vous envisagez en même temps de faire l'isolation de la toiture, bah, vous allez limiter ce pont thermique-là. Si vous modifiez, si vous changez les menuiseries extérieures ensemble, bah, pareil, vous allez limiter ce pont thermique-là. Pareil pour le plancher bas, d'où l'intérêt voilà, de la rénovation globale par rapport à une rénovation ponctuelle.
Et dans le même genre, des ombrières en voile au-dessus d'une cour donnant de l'ombre aux fenêtres, un grand parasol à ouvrir quand il fait chaud. Est-ce le genre de choses qui existent? Faubourien, fin 19e. Hmm. Sur le marché qu'on va appeler de la rénovation énergétique, non, j'ai pas cette solution. Ça ressemble un peu à de la solution individualisée. Mais effectivement, en fonction de la copropriété, il peut y avoir ce type de solution. Si c'est sur du faubourien, on voit quand même aussi beaucoup de plantations qui sont faites en pot extérieur pour pas abîmer les cours des faubouriens et qui permettent d'avoir un ombrage l'été et qui permettent de ne pas amoindrir l'apport solaire l'hiver. Donc ça, c'est vraiment c'est plutôt des travaux de niche sur lesquels il faut vraiment euh, pouvoir identifier la copropriété et voir quelle réponse on peut lui apporter parce qu'elle va être singulière. Après, on me parle de la comparaison avec les valeurs DTU. Je sais pas si on peut. J'ai vu cette question, il n'y a pas de les DTU, c'est des documents techniques, il n'y a pas de valeur à l'intérieur. Je pense que ce qui veut être dit là, c'est les valeurs qui peuvent être référencées dans les fiches barres pour les C2E, qui sont une des aides qui pourrait être débloquée, ou sur la réglementation thermique, qui va nous donner la résistance thermique des matériaux utilisés euh, pour l'isolation. Et tous les projets que vous avez vus hein, et que vous voyez, de toute façon, pour débloquer les aides, ils doivent respecter cette réglementation. Donc effectivement, on est conforme. Alors, pour une petite copropriété, la globalité des copropriétaires ne veut pas faire l'isolation thermique extérieure. Elle demande que l'on fasse par l'intérieur et c'est pas top pour les petites surfaces. Je confirme. Je confirme, ça peut être une solution. Il faut la mettre en parallèle. Surtout, ça c'est un cas singulier en France. Hein, c'est Paris et le prix du mètre carré. Souvent, il est beaucoup plus intéressant, surtout sur des petites surfaces, d'intervenir par l'extérieur plutôt que d'empiéter sur sa Voilà. surface habitable. Euh, Là, comme ça, c'est un peu compliqué d'aller plus loin. J'aurais du mal à trouver les arguments pour emmener les autres copropriétaires. Je ne sais pas où vous en êtes exactement dans votre projet, si c'est une simple réflexion, mais sans doute ce que je vous conseillerais, c'est déjà de faire réaliser un diagnostic technique global. De toute façon, vous avez une partie des attendus de ce diagnostic, notamment le PPT et le DPE, le plan pluriannuel de travaux et le diagnostic de performance énergétique qui vont être obligatoires, mais surtout qui permettront à la copropriété de se projeter puisque vous aurez des scénarios de travaux et peut-être que vous pourrez relancer cette discussion avec vos voisins, mais avec des éléments techniques et surtout économiques. Et effectivement, pour compléter, donc vous perdez en surface, effectivement, quand vous mettez de l'isolation par l'intérieur. Et vous avez également plus de ponts thermiques, comme on parlait tout à l'heure, alors que l'isolation extérieure, ça va bloquer les ponts thermiques. Là, l'isolation intérieure, ça les bloque pas. Et au contraire, ils seront encore plus importants. Et notamment, bah, isolation par l'intérieur veut dire ben, refaire peut-être une partie de la tuyauterie, refaire la décoration, etc. Donc, il faut réfléchir à ça également. Et l'isolation par l'extérieur est plus intéressante pour le confort d'été que l'isolation par l'intérieur. Alors, la rénovation énergétique a été refusée il y a 15 jours. Que faire alors que je suis sous les toits terrasses et qu'il fait très chaud? Et la personne est en F. Ben, je dirais qu'il faut persévérer. Et nous, on a fait une AG informelle, enfin, ne l'appelons pas comme ça, donc une AG où on a fait venir Solia, qui a expliqué toutes les aides. On a fait venir le bureau d'études qui a expliqué les problèmes techniques, l'étage, le bardage, les ventilations, etc. Ensuite, le conseil syndical était divisé, donc on n'a pas pu trouver, on a fait une première AG qui n'a pas abouti parce qu'on avait deux projets concurrents, un avec l'isolation sur enduit mince et un avec une partie, un étage complet. Donc on a choisi une solution hybride après.
Alors, je ne sais pas si vous avez ce problème-là. Donc, en fait, les gens ne voulaient pas d'un mince en disant, ah ben non, on va ressembler à un HLM. Je ne sais pas si c'est votre problème, pourquoi vous ne voulez pas faire par l'extérieur. Donc, hein. Et donc, vous voyez, on a fait en gros 3AG, beaucoup de communication. De toute façon, quand vous faites coach copro, ils vous conseillent aussi sur la communication. Donc, c'est eux qui nous ont dit, ben, faites déjà une AG informelle. Ensuite, on a envoyé beaucoup de lettres. On a mis un an parce qu'il faut 70% de copropriétaires qui répondent. Je dirais, il ne faut pas se décourager, il faut poursuivre. Je ne sais pas Oui, si tout ça à fait. répond à votre Oui, question, tout mais à fait. En fait, il ne faut pas du tout s'avouer vaincu, mais même si ça a été refusé aujourd'hui, ça reste dans les têtes des personnes, ça reste une idée. Et oui. voilà, peut-être que cette idée va se concrétiser dans plusieurs années. Juste à titre d'exemple, parce que là, il va nous manquer des informations, mais bah déjà, il faudrait arriver à identifier ce qui a fait que le projet a été refusé pour essayer de retravailler là-dessus. Et on a une copropriété, mais je suis persuadé qu'on va en avoir de plus en plus, hein, qui est revenue vers nous en début d'année suite à un refus il y a 2 ans. 2 ans et demi même, je pense. Et en fait, les personnes qui étaient comme vous se sont inscrites au conseil syndical. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà, si vous faites partie du conseil syndical, mais en tous les cas, ont essayé de changer la philosophie interne à la copropriété. Ils ont Mhm. retroussé leurs manches, ils se sont inscrits au conseil syndical, ils ont fait tourner pendant 1 an et demi, 2 ans, ils ont relancé le projet, ils ont identifié les problèmes, parlé avec tout le monde et ils nous ont rappelé pour nous demander Mhm. combien coûterait une mise à jour, parce qu'il y a quand même 2 ans et demi là maintenant qui se sont écoulés, donc on peut pas juste dire ok on revote. Il y a un certain nombre de choses à remettre à jour dans l'étude, mais c'est ce qu'on est en train de faire et voilà, il faut participer. Alors, notre copropriété a fait un DTG en 2017 valable 10 ans. Faut-il réaliser un autre en fonction de la nouvelle obligation de DTG collectif au 1er janvier 2025? Alors, il n'y a pas de DTG obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est le DPE et le plan pluriannuel de travaux. Je ne suis pas certaine que les copropriétaires acceptent de tels travaux de rénovation énergétique car on a déjà refait le toit et ravalé il y a 10 ans. En attendant, peut-on obtenir l'autorisation de pose de volets en façade à Paris sur un immeuble d'apparence haussmannienne? Les films solaires qui se posent sur les fenêtres sont-ils une acquisition intéressante pour les fenêtres, même celles avec double vitrage? Alors effectivement, l'intérêt de se lancer dans un projet de rénovation, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, alors que vous n'avez pas réellement de besoin technique, la façade est encore propre et les toitures le sont, très peu de chances que ça passe. Mais en plus, bah, je pense que vous pouvez vous permettre d'attendre. Là, on n'est pas en train de vendre que toutes les copropriétés doivent se lancer dans des projets de rénovation énergétique, mais uniquement de profiter, si vous avez besoin de travaux, de réfléchir à des travaux dits globaux. Ou de rénovation énergétique. Autorisation d'avoir on va plutôt appeler ça des occultations sur une façade de type haussmannienne ou même haussmannienne, il n'y a pas de souci, il y a des volets en bois hein, sur les immeubles haussmanniens. Vous allez être contraint, sans doute pour le matériau et sur ce que sera ce système d'occultation, mais vous n'aurez pas d'interdiction de le faire. Après, tout ce qui est film solaire et ce genre de choses, j'ai pas d'avis particulier là-dessus. Ça reste un petit bricolage individuel qui peut sans doute avoir un certain apport, mais qui n'est pas à l'échelle de la copropriété. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pourquoi pas envisager de faire une étude sur l'historique du bâtiment, parce on s'aperçoit que les bâtiments évoluent et bougent, etc., et qu'ils sont même les bâtiments haussmanniens sont différents de l'époque où ils ont été construits. Donc c'est toujours aussi intéressant de voir ces modifications et du coup voilà, de voir qu'il y a aussi des possibilités, qui peuvent aller dans votre sens si vous souhaitez rajouter des occultations aujourd'hui. En plus, c'est assez récurrent, hein, tout ce qui est 19e, début 20e siècle. Normalement, une grande majorité avait des systèmes d'occultation avec des persiennes en bois qui ont, au fur et à mesure des années, disparu, tout bonnement, parce que quand on ravale, bah, il faut soit les refaire, soit les changer. Le ravalement, c'est déjà cher. Et pendant très très longtemps, il y a eu une campagne qui consistait à dire bah, tout ce qui est abîmé, on dépose et les gens ne remplaçaient pas. Ce qui fait qu'on se retrouve maintenant avec des bâtiments qui n'ont plus de système d'occultation. C'était pas le cas il y a 100 ans.
tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant bah, voilà, de voir l'historique de son bâtiment. Donc, alors, l'isolation thermique par l'extérieur pour les vieux immeubles des faubourgs 19e siècle. Quels sont les matériaux intéressants pour le confort d'été sur une façade plein ouest ensoleillée? Question concernant le biosourcé, car ERP+ aide le biosourcé. Euh, Alors, ce sera pas pour le confort d'été, hein, c'est forcément lié. C'est ce que je vous disais en conclusion de ma présentation. Si on parle confort d'été, on parle confort d'hiver, on parle rénovation énergétique puisque ça englobe les deux. En biosourcé, on va avoir de la laine de bois qui pourra fonctionner sur du faubourien. Mais en fait, la question va pas être de savoir si c'est du faubourien ou pas, ça va être de connaître la nature des maçonneries derrière ou de la structure. Et dans le faubourien, on a un peu de tout et de rien. Et si on part du plus contraignant, ça va être le pan de bois avec du remplissage en plâtras. Et ça, c'est des ouvrages qu'il faut laisser respirer. Donc, tout de suite, sur ce qui est accepté dans la réglementation, on va être sur de la laine de roche ou de la laine de bois en façade. En tous les cas, je sais que les ABF, puisqu'on a un projet en cours qui n'est pas encore abouti, mais qui est en étude, sur un faubourien 100% en pan de bois, et que le travail de l'ABF nous mène à l'isoler avec de la laine de bois. Maintenant, il reste le travail avec le bureau de contrôle pour qu'il accepte le process. Euh, voilà. Et laine de bois Merci. biosourcée. Merci. La copropriété hésite entre un DTG et un DPE plus plan pluriannuel de travaux. Quelles sont les différences entre les deux options pour les copropriétaires? Alors, le DPE et le plan pluriannuel de travaux sont déjà obligatoires pour les copropriétés. Le DTG, en fait, ça englobe le DPE plus le plan pluriannuel de travaux, mais est beaucoup plus complet, vu qu'il s'agit d'une étude architecturale, d'une étude énergétique et d'une étude au niveau des finances. Donc, en fait, vous aurez beaucoup plus de détails en faisant le DTG qui englobe le tout. Donc, vous serez aux normes, on va dire, réglementairement. Et il y a également une aide de 5 000 euros. Donc, en moyenne, si vous faites DPE plus PPT, ça reviendra à peu près au même niveau coût que si vous faites un DTG en prenant l'aide en compte. Notre copropriété, pardon, Je voulais juste rajouter, parce que ça allez-y. reste assez flou pour tout le monde, je pense, actuellement. Intrinsèquement, ce que demande un PPT, le plan pluriannuel travaux, donc vous faire une liste des travaux qui vous attendent dans les 10 ans, il y a 80% du travail nécessaire à l'élaboration de ce plan qui est compris dans le DTG. Il y aura forcément des visites à faire, de la résidence, des études similaires. Donc le DTG, il y a deux, trois points spécifiques qui sont spécifiques au cahier des charges de l'APC. Mais vous avez tout intérêt à faire un DTG qui sera beaucoup plus large et qui du coup sera plus intéressant économiquement une fois que vous aurez récupéré les 5 000 € de la subvention. Vous aurez vraiment des scénarios de travaux, en fait, avec les gains énergétiques, les aides associées. Voilà, donc vous pourrez vraiment, vous saurez exactement sur quoi vous partez et sur quoi vous allez arriver. Notre copropriétaire a retenu l'entreprise Agotherm pour la réalisation d'un DTG avec présentation d'un DPE et d'un plan pluriannuel de travaux. Quel conseil avez-vous à nous donner pour le suivi de cette prestation? Alors, bah, normalement, vous êtes sur notre plateforme, enfin, vous êtes inscrit sur notre plateforme Coach CoPro et du coup, il y a les conseillères du 20e arrondissement, en l'occurrence, qui vont vous accompagner, et c'est-à-dire qui vont analyser votre devis, voir déjà s'il est conforme au cahier des charges de l'Agence parisienne du climat, qui vont pouvoir vous donner des conseils tout au long de l'accompagnement, qui vont assister au rendu intermédiaire et au rendu final du diagnostic technique global. Pour en fait, l'Agence parisienne du climat, c'est vraiment le lien entre la copropriété et le bureau d'études. Donc voilà, donc après, vous pouvez discuter échanger avec les différents conseillers, conseillères pour, voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Et également, les conseillers font la demande d'aide de 5 000 € pour le DTG. Je ne sais pas si c'est une réponse qui vous convient.
Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Pour la location, comment fait-on quand on est en G et que les copropriétaires ne veulent pas faire l'isolation thermique? Alors après, il y a possibilité également de faire des travaux individuels au niveau des logements si votre copropriété ne souhaite pas faire de rénovation pour le moment. Alors pour le moment, je ne vois pas de nouvelles questions. Alors, moi, j'en avais une, du coup, je me permets. C'est notamment par rapport au brise-soleil dont vous avez parlé durant la présentation, monsieur Arboux. Je me demandais comment est-ce que vous avez eu des cas où ce genre de type d'installation a pu être optimisé pour aller effectivement sur les bâtiments anciens, donc, typiquement haussmanniens ou faubouriens. Et si oui, comment ça s'est articulé finalement? Alors non, j'ai jamais étudié ça sur du bâti très ancien, type haussmannien et faubourien, tout bonnement parce que je sais qu'on n'aura pas les autorisations des architectes des bâtiments de France pour poser ce genre de choses, et parce que les persiennes d'époque sur ces bâtiments avaient un peu le même système de volets à rabat, enfin d'ailettes, sur la partie haute de la fenêtre, le bas est plein et la partie haute est à ailettes pour permettre de quand même avoir encore un apport lumineux, même persienne totalement fermée. D'accord, donc Donc, finalement, aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, mais les bâtiments haussmanniens ou faubouriens dans lesquels les personnes ont été retirées, il y a un réel enjeu aujourd'hui à demander oui, la mise en place, notamment quand on est exposé, du coup, est ou ouest, donc les façades les plus exposées au totalement. soleil. Totalement. Et je vous évoque cette partie technique juste pour vous dire que c'est ce que va me rétorquer l'architecte des bâtiments de France, donc j'ai même pas besoin d'aller l'interroger. Il va me dire, il existait un système à l'époque qui avait été pensé pour ça, qui est un système qui fonctionne, donc autant remettre ce système plutôt que de vouloir éventuellement dénaturer par l'apport d'un système qui ne correspond pas à l'époque de construction de ces bâtiments. Alors revenons à la comparaison DPE-DTG, y a-t-il des conséquences sur les aides et prises en charge des coûts de travaux pour les copropriétaires? Alors, pour le DTG, il y a une aide de 5 000 euros. Il n'y a pas d'aide pour la réalisation du DPE. Pour ensuite les coûts au niveau des travaux, il faut avoir une étude qui spécifie le gain énergétique, ce que fait le DTG et ce que ne fait pas le DPE. Alors après, il n'y a pas obligation de faire un DTG pour pouvoir bénéficier des aides, sachant que dans la maîtrise d'œuvre conception, le bureau d'études thermique va réaliser, va reprendre en fait l'étude qui a été faite dans le DTG ou pas et va vous indiquer le gain énergétique. Et à partir de là, une fois que vous avez votre gain énergétique, vous pourrez bénéficier des aides au niveau travaux. Comment se gère un plan de financement sur 10 ans et des décès qui peuvent intervenir entre-temps? Oui. Alors, je pense que vous parlez du prêt à taux zéro ou pas, je ne sais pas. Et sur le prêt à taux zéro et sur les aides, pardon, sur les aides, donc nous, on a eu des aides de l'ANA et effectivement, nous avons eu des décès entre-temps. Donc, bah, c'était coup par coup, en fait. C'est notre correspondant de l'APC, donc le coach Copo, qui gère ce style de choses. Donc, c'est-à-dire que voilà, si la personne est. Enfin, nous, on avait on a eu 2 décès, et, ben, on n'a pas eu les aides de l'ANA. Attendez, excusez-moi, monsieur Laurent, si vous pouvez préciser, donc vous disiez, Non, vous mais avez eu. j'avais 5 revenus modestes et très modestes dans l'immeuble, pardon, 8 revenus modestes et très modestes dans l'immeuble, et j'ai eu 2 décès, si vous voulez, hein, de personnes très âgées. Donc, comme les aides sont un petit peu tardives à venir, alors il y a une aide qui a été donnée à la succession et une aide qui n'a pas été versée. En fait, l'aide générale, ma prime rénov, qui est à l'échelle de la copropriété, elle est Ah oui, toujours reversée. elle est toujours L'aide reversée. individuelle, elle porte bien son nom, elle est individuelle. Si la personne n'est Oui, plus là, elle n'est pas voilà. versée. Et l'éco-PTZ, c'est assez simple, hein, son fonctionnement pour le remboursement, c'est une Oui. créance comme tout crédit, donc il va à la succession.
Comment se fait-il que les mentalités n'évoluent pas au niveau urbanisme, architecte des bâtiments de France au vu de la nécessité de rénovation énergétique? Pourquoi totalement figer l'architecture? Alors, c'est pas aussi Voilà. drastique que ça. On fige une certaine partie des bâtiments. Là, on peut par exemple très vite classer le Paris haussmannien qu'on ne peut pas toucher sur ses façades principales. Je ne vais pas rentrer dans le débat architectural de savoir s'ils ont raison ou pas. Pour le reste, les mentalités évoluent quand même beaucoup. Les choses ont pas mal évolué dans les services d'urbanisme de la ville de Paris. Il y a des discussions qui sont en cours avec les architectes des bâtiments de France. Voilà, on est quand même, même si ce dont on parle a plus d'une dizaine d'années maintenant, les travaux de rénovation énergétique, à l'échelle d'un bâtiment, 10 ans, c'est rien. À l'échelle de l'urbanisme et de la politique qui va autour de l'urbanisme, c'est pareil, c'est les prémices. Il y a des groupes de discussion qui se montent pour voir comment on peut faire pour ne pas ralentir les projets. Le but n'est pas non plus de dénaturer en venant isoler à la va-vite tous les bâtiments. C'est des choses qui prennent du temps pour avoir les bonnes réponses et avec qui il faut travailler avec tous les acteurs. Merci. Ma maison est la réunion de deux bâtiments accolés dont les toits ne sont pas à la même hauteur. L'un a des combles perdus dont on a floqué le plancher, l'autre a une isolation par laine de verre. On accède aux combles aménagés par un escalier escamotable. Pourtant, l'été, je sens la nappe de chaleur qui est dans le toit. Est-ce normal? Que puis-je faire? Car je pense que cette nappe de chaleur ne permet pas de refroidir les étages d'habitation. Alors, si c'est l'isolation est faite au niveau des combles et qu'elle est faite dans les règles de l'art, elle doit bloquer quand même pour un certain temps la chaleur et effectivement la stocker dans les combles. Donc, quand vous ouvriez les combles pour vous y rendre et que vous sentiez un écart de température important, c'est totalement normal. Mais les combles ne sont pas habités, donc c'est pas très grave s'il y fait très chaud. Le but est que cette chaleur ne se propage pas dans l'habitation en dessous, d'où l'intérêt d'isoler le plancher haut du dernier niveau, le plancher des combles. Alors, il y a une personne voilà, qui veut nous dire, renseignez-vous au maximum et recueillez avec le conseil syndical le maximum d'informations devançant à go terme, anticiper car il peut être très long d'obtenir des réponses de certains voisins. Essayez d'impliquer le maximum de personnes dans le processus pour partager les tâches et user de pédagogie par la répétition pour habituer les voisins à l'idée de travaux. Certains de nos voisins ne veulent pas perdre de temps et tous ont peur du coût final et fait en DTG, c'est mieux et pas plus cher. Alors, j'avais Ouais. fait des démarches auprès de Solia pour que cette association devienne très mot pour des travaux de rénovation énergétique. Après avoir été enthousiasmée par notre projet qui aurait eu valeur d'exemple à Blois, Solia s'est retirée en disant que nous étions trop riches. Solia réserve-t-elle son aide aux ménages modestes? Alors, il y a plusieurs. Alors, nous, en fait, au niveau de Paris, il y a le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus et on travaille avec les opérateurs en partie pour le nord de Paris Urbanis et pour le reste de Paris Solia, euh, pour faire en gros l'assistant maîtrise d'ouvrage gratuit. Et donc ça, c'est pour toutes les copropriétés parisiennes, quel que soit Mhm. leur revenu. Après, il y a des aides du coup de la ville de Paris. Quand vous intégrez le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, il y a une enquête sociale qui est menée pour savoir quelles aides peut prétendre la copropriété. Ça reste des aides globales. Mhm. Après, il y a peut-être, je sais pas, il Ouais. faut voir en détail votre projet, ce qui s'est passé, mais en tout cas au niveau Paris, au niveau de la copropriété, c'est pas ce cas. C'est pas ce cas. Oui, nous, Sovia nous a beaucoup aidé là-dessus, hein. Donc, on a écrit, je ne sais pas combien de fois, pendant un an, à tous les copropriétaires, justement. Alors, certains ne voulaient pas mettre leurs revenus. Donc, on a discuté avec Sovia en disant, bon, ben, comme vous recherchez les revenus modestes et très modestes pour voir s'ils ont accès à des aides individuelles
très importante par rapport à l'aide collective. Donc, de ce fait-là, ils ont écrit une fois, deux fois, trois fois, enfin bref. Après, on a fait ensemble une base de données et on s'est mis carrément dans le hall de l'immeuble, si vous voulez. Et ceux qui voulaient pouvaient venir nous voir et on pouvait leur dire, bon, on pouvait leur dire, ben voilà, vous, dans votre cas, vous avez tant de tantièmes, ça va vous coûter tant, vous allez avoir une subvention de temps, voilà. Donc, vous voyez, effectivement, c'était un travail de fourmi. Mais avec Coach CoPro, c'est facilité. Alors, l'AMO Solia à Paris ou Urbanis, est-ce que cette AMO gratuite s'occupe aussi des dossiers de subvention maintenant, ou des dossiers de prêt? Alors, dans le dispositif Éco-Rénovant Paris Plus, Solia et Urbanis s'occupent des aides globales au niveau de la Mhm. copropriété. Donc, oui, elles font les dossiers de subvention des aides globales. Par contre, elles ne vont pas faire les dossiers de subvention des aides individuelles, mais elles vont vous indiquer à quoi vous avez droit comme aide au niveau individuel. On voulait dire le PTZ, Et non? en complément, Non, effectivement, elle ne fait pas le PTZ. Tout à fait. voilà. Oui, c'est ça. Ils ne font pas le PTZ, mais à ce moment-là, il faut voir avec la banque qui fait ça, et c'est le syndic et nous qui faisons le prêt à taux zéro. Tout à fait. C'est soit le conseil le syndic qui s'occupe du prêt, ou soit une AMO privée qui peut s'en occuper. Oui. Il vaut mieux que ce soit le syndic, puisqu'après, il aura géré la comptabilité pendant 10 ans. Donc, Tout à fait. Alors, est-ce que nous avons de nouvelles questions? Il y en a une, oui, entre deux réponses que vous avez faites. Y a-t-il une obligation de faire le ravalement tous les 20 ans? Elle est pour moi. oui. Non, il n'y a pas d'obligation légale. Quand on parle de ravalement, d'ailleurs pas tous les 20 ans, c'est plutôt entre tous les 15 et 20 ans. C'est vraiment très spécifique à la région parisienne, à ces polluants, à ces gaz aux échappements de voitures qui font que on se retrouve très vite, normalement, après les 10 premières années, avec les premières traces d'encrassement, qui après s'accélèrent, et donc entre 15 et 20 ans, souvent les façades, en fonction de leur composition, sont à ravaler ou à nettoyer. Alors, il y a une aide effectivement aussi pour la maîtrise d'œuvre, conception de 10 000 euros de la part de la métropole du Grand Paris. Nous, à l'Agence parisienne du climat, on organise des webinaires toutes les semaines pour les copropriétaires pour avoir toutes les informations concernant les obligations, concernant les aides, etc. Donc, en fait, c'est vraiment pour avoir une vue globale de votre projet, de ce que vous pouvez envisager au niveau de votre copropriété pour ne pas, on va dire, louper d'aide, ce qui serait dommage, et de pouvoir avoir une idée de votre projet dans les différentes années à venir. Et pour ce faire, il faut inscrire votre copropriété sur la plateforme Coach CoPro, coachcopro.com. Là, il y a un conseiller qui va vous envoyer un mail avec un lien de participation à un webinaire. Donc là, vous aurez vraiment toutes les infos concernant les aides, les obligations, la réglementation. Et voilà. Et si vous avez des nouvelles questions, bah, vous pouvez aussi poser vos questions lors de ce webinaire. Et on fait le même type de webinaire à destination des syndics. Donc voilà, c'est important aussi que les syndics, les gestionnaires connaissent le monde de la copropriété, des aides, etc. Donc n'hésitez pas à en parler à votre syndic. Le plan pluriannuel est-il un engagement sur des travaux? Si oui, si le plan annuel propose une ITE et un SARKING dans 8 ou 10 ans, pourra-t-on bénéficier des aides subventions actuellement existantes? Alors, le plan pluriannuel n'est pas un engagement sur des travaux. C'est juste voir les possibilités de travaux sur votre copropriété. Ensuite, dans 8 ou 10 ans, on ne saura pas du tout les aides qu'il y aura. Là, actuellement à Paris, il y a des aides extrêmement intéressantes. Il n'y a jamais eu autant d'aides qu'aujourd'hui. Donc, en fait, le mieux, c'est de vraiment se poser la question, on va dire le plus rapidement possible pour pouvoir bénéficier de ces nombreuses aides aujourd'hui.
Je me permets d'ailleurs de compléter par rapport à cette question sur la subvention et les aides. Aujourd'hui, le système de subvention est pensé de telle sorte que les travaux globaux, donc regroupant plusieurs postes de travaux, permettent des subventions plus importantes. Les subventions pour des travaux, on va dire monopostes, ne ciblant qu'un seul poste de travail, seront bien moins intéressants dans la mesure où ils ne donnent pas accès aux grosses aides, aux gros financements que sont celles de l'État via le dispositif MaPrimeRénov' de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat ou bien les aides de la ville via le dispositif Éco-Réunion Paris Plus. Donc effectivement, quand vous avez des projets de travaux par poste qui se présentent, réfléchissez toujours sur la possibilité d'embarquer les travaux complémentaires. Déjà parce que d'un point de vue technique, la synergie qui va exister entre les postes de travaux sera meilleure, mais également parce que permettra de bénéficier d'un accompagnement et de subventions beaucoup plus intéressantes. Que pensez-vous des nouveaux volets à latte un peu disjoints pour le confort d'été? Sont-ils aussi solides que des volets classiques? Alors, je vois pas vraiment ce qui est nommé volet à latte, puisque là, comme ça, j'ai un peu l'impression que ça ressemble au système de brise-soleil que je vous ai présenté. Donc, c'est pas des volets, c'est vraiment un dispositif qui est fait pour casser les rayons lumineux. Mais après, il y a plein d'autres choses et il y a plein de nouvelles choses pour répondre à toutes ces attentes. Donc, oui, si les lattes permettent de euh, rompre les rayons du soleil avant qu'ils n'arrivent sur le double vitrage, effectivement, vous aurez une nette amélioration de la hausse de température à l'ensoleillement maximal de l'appartement. Mais après, Merci. pardon, j'avais pas vu pour la solidité. Bah là, il faut, c'est un peu trop vague pour que je puisse m'engager sur la solidité de l'ouvrage. Il faudrait que j'ai la référence, le modèle et que j'ai le temps d'aller l'étudier pour pouvoir le comparer. Donc, on est encore avec vous quelques instants. Donc, on peut prendre encore quelques questions, à moins que tout soit extrêmement clair. Ce qui est extrêmement flatteur pour nous. Tout à fait. Quelle solution en confort d'été sur une verrière et de toit très grande, double vitrage ancien 2000? Je me pose exactement la même question puisqu'on vient de déménager nos bureaux et qu'on a une superbe verrière qui, qui, qui éclaire tous les locaux. La solution, ça va être la même que sur les fenêtres, c'est de venir pouvoir protéger le vitrage. Donc, il existe plusieurs solutions de type un peu volet roulant, donc avec un caisson en fonction de la Ah, verrière, ah, et un volet roulant comme sur une fenêtre qui vient se déployer en aluminium. Ça reste extrêmement onéreux. Il peut y avoir une solution de store extérieur. En gros, toutes les solutions qu'on peut poser sur une fenêtre peuvent se poser sur une verrière. Le store, il va y avoir des problèmes de prise au vent, donc ça sera à gérer. La moins onéreuse, mais ça sera sans doute pas la plus efficace, ça va être le store intérieur. On n'a pas de problème de prise au vent, plus facile à mettre en œuvre, moins cher. Par contre, vous aurez toujours l'effet négatif des rayons du soleil qui viennent chauffer la verrière, ce que vont couper les autres solutions proposées. Est-ce qu'il est intéressant de créer des conduits depuis les caves en sous-sol pour réduire la chaleur l'été et le chauffage l'hiver? C'est un principe qui pourrait être tiré des puits canadiens, c'est-à-dire qu'on sait que dans les caves, bah, il fait toujours plus frais. Donc le conduit va permettre par la déperdition, par la dépression, excusez-moi, entre l'air chaud et l'air froid de créer un courant d'air et de faire remonter l'air frais des caves. Par contre, là où ça ne va plus fonctionner, c'est que les caves sont
trop petite et que très rapidement, en fonction de la taille de la copropriété, en moins d'une semaine, vous aurez aspiré l'intégralité de l'air frais de ces caves et vous allez réchauffer les caves. Donc techniquement, ça va pas fonctionner suffisamment et c'est surtout qu'en réchauffant les caves, vous allez les mettre en péril. C'est pas une bonne idée sur c'est une bonne idée sur le papier. En pratique, non. Il faudrait aller chercher un espace plus grand avec de l'air frais, plus profond. Si on fait une rénovation thermique intérieure, repaye-t-on quand la copropriété fera la rénovation thermique extérieure? Oui. Est-ce que c'est au global? Vous avez parlé d'isolation du sous-sol, comment faire? J'ai parlé d'isolation des planchers hauts des sous-sols, c'est-à-dire le plancher qui fait la limite entre le plafond de vos caves, par exemple, ou de vos parkings, et le sol des logements du rez-de-chaussée. Et là, il y a plusieurs solutions. Soit on vient plaquer de l'isolant un peu comme on le fait sur les façades, mais souvent, ce qu'on fait, parce que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide pardon, à mettre en œuvre, c'est de l'isolant projeté et qui vient se coller en sous-face. Donc voilà, effectivement, là, vous pouvez par exemple envisager un diagnostic technique global pour connaître la solution la plus adaptée pour votre copropriété. Et quelle incidence avec deux isolations intérieure et extérieure? Bah, vous serez encore mieux isolé. En quoi est-ce intéressant pour un immeuble style haussmannien? Pardon. Peut-on peut-on efficacement refroidir l'eau des radiateurs l'été? Non. Alors, ça dépend de l'époque, mais le système qui serait euh, pris sur le système d'une PAC ou d'une clim réversible et donc d'utiliser ce qui chauffe l'hiver pour refroidir l'été, c'est pas une bonne idée sur les installations actuelles puisque ça va créer des problèmes sur la tuyauterie, pas forcément sur le radiateur. Et de toute façon, en plus, c'est pas tant, ça c'est un détail, c'est pas tant les appareils finaux et la tuyauterie qui vont vous poser problème, c'est que pour les refroidir, il va bien vous falloir quelque chose qui refroidit l'eau. Et donc, ce quelque chose, c'est soit une climatisation, soit une PAC. Je reviens sur ma réponse sur quelle incidence avec deux isolations intérieure et extérieure. En fait, si vous avez déjà mis en place l'isolation intérieure et qu'il y a de l'isolation extérieure qui va être qui a été votée en Assemblée générale, faut bien l'informer à l'architecte parce qu'en fait, il peut y avoir un point de rosée qui va se créer. Voilà, il faut faire un calcul de point de rosée pour vérifier que le point de rosée, c'est-à-dire d'humidification, en fait, ne va pas détériorer l'isolation intérieure qui a été déjà mis en place. Voilà, donc c'est un point à prendre en compte aussi. Les copros qui ont fait l'isolation intérieure sont opposés à l'isolation extérieure. C'est logique. Oui, oui, de fait, c'est pour ça qu'on recommande dès le début en fait de penser à des travaux d'un point de vue global pour pas se retrouver dans des situations coincées où en fait 50% de la copropriété a fait les travaux dans son coin et du coup conditionne les autres à devoir le faire également parce que on ne va pas avoir la majorité en AG pour voter les travaux alors que les travaux de manière collective donc par l'extérieur sont quand même d'une meilleure qualité, moins chers au vu des subventions que les travaux intérieurs. Donc c'est pour ça quand on est un propriétaire dans son appartement et qu'on veut faire des travaux, on réfléchit d'abord dans la faisabilité collective avant d'envisager une solution individuelle. Même si effectivement c'est plus long et plus compliqué parce que c'est toujours plus long et plus compliqué quand on fait ensemble. Mais c'est mieux. Dans un immeuble ancien, haussmannien ou faubourien, la récupération des conduits de cheminée qui ne servent plus pour la création de VMC a-t-elle un sens? À défaut, on les démolit et on récupère de la surface qui compense la perte due à l'isolation intérieure. Oui, ça a un sens, mais on va toujours privilégier d'aller chercher les conduits parce que sur du faubourien, on a aussi des conduits de ventilation pièce par pièce ou de ventilation naturelle. C'est quand même un système qui est très très ancien. Donc c'est ça qu'on va privilégier pour faire passer le nouveau système de ventilation. Après, c'est une possibilité en fonction de comment ils sont de leur passage.
en fait, s'ils sont individuels ou collectifs. Et oui, aussi, alors après, ça c'est plutôt à vous retourner vers votre syndic, il y a une possibilité de condamner ces conduits. Il faut que ça soit inscrit et enlevé du règlement de copropriété pour interdire à toute personne de revenir mettre un appareil combustible dessus. Et c'est surtout que je vous conseillerais, si vous le faites, même si le copropriétaire a l'autorisation de le démolir, de toujours quand même le redemander en AG et d'avoir un dossier technique, puisque c'est des conduits qui sont les uns sur les autres. Donc à chaque fois qu'on en démolit un, il faut prévoir une reprise pour éviter que celui du dessus ne vienne avec. Donc c'est pas aussi simple que de juste casser une cloison. Il y a quelques petites précautions à faire et c'est bien que la copropriété puisse avoir un visuel sur la façon dont c'est fait. Alors, en quoi est-ce intéressant pour un immeuble style haussmannien? Mais là, je ne sais Alors, plus. la question, elle portait sur, la question portait sur l'isolation des planchers bas. Justement, pourquoi c'est intéressant d'isoler ces planchers bas quand on est un immeuble haussmannien? Alors, le type haussmannien n'a strictement rien à voir avec la préconisation du fait d'isoler les planchers bas, que Mhm. l'immeuble soit faubourien, haussmannien des années 70 ou des années 80. Le but est le même qu'en façade et donc d'éviter Mhm. le même qu'en toiture, excusez-moi, ça sera plus parlant comme exemple, et d'éviter aux personnes qui vivent au rez-de-chaussée d'avoir une sensation de froid l'hiver quand ils marchent en chaussettes chez eux, tout comme les appartements Ouais. du dernier niveau, d'avoir trop froid par les déperditions qui viennent de la toiture ou trop chaud l'été par les Mhm. apports calorifugiques. Alors, concernant l'Agence parisienne du climat, n'accompagne que les copropriétés de Paris. Donc, en fait, si vous n'êtes pas dans le 75, il faut contacter l'agence, euh, votre agence. Voilà, pour avoir plus d'informations. Un immeuble de 1974 où les façades sont surtout des huisseries déjà rénovées reste les pignons, mais on risque de ne pas atteindre les gains énergétiques de 35% pour bénéficier des subventions. Peut-on quand même espérer des aides? Alors là, on ne peut pas répondre à votre question sans avoir fait d'études. Voilà. Il y aura toujours une partie C2E qui restera très à la marge, mais qui sera une toute petite aide. Et après avoir, oui, en fonction de l'étude et du gain que peut apporter cette simple isolation des pistes. Après, le dispositif Éco-Rénovons Moi, Paris Plus peut aider des copropriétés qui ont un gain énergétique supérieur à 15%. Voilà, mais c'est particulier, il y a toujours une enquête, etc. Donc, on ne peut pas vous l'assurer aujourd'hui. nous, disons, ça ne nous a pas empêché. On a à peu près 600 fenêtres, donc on en avait 75% de double vitrage. Ça nous a pas, alors, et donc, on n'a pas voulu forcer les gens à passer en double vitrage. On fait des campagnes d'incitation. Donc, actuellement, il en reste encore 10%. Et ça ne nous a pas empêché d'avoir un gain théorique de 40%, quoi, à peu près, hein. Donc, ça dépend évidemment si vous êtes tout si c'est des très grandes baies vitrées partout ou pas. Et nous, disons, on a exactement ce cas-là. Malgré tout, on a réussi à avoir des pourcentages suffisants avec l'étanchéité de la toiture et tout ça. Ça nous a changé complètement, hein, le confort des appartements du dernier étage, etc. C'est pour ça que dans tous les cas, on vous invite en première chose à faire un diagnostic technique global pour Ouais, vérifier justement l'existant, voir voilà. qu'est-ce qui peut être fait et comment améliorer du coup, le confort Ouais. pardon, l'efficacité énergétique de votre bâtiment. Ouais. Et, Et puis Coach CoPro vous répond à toutes ces questions. En fait, quand vous avez un correspondant après, donc il peut vous aider, parce que c'est quelqu'un de neutre, hein, par rapport à une entreprise, etc. Donc toutes les questions que vous posez, il vous répond. il faut arrêter de nous flatter, monsieur Marceau. Oui, c'est vrai. Ben, c'est parce qu'on a quand même touché, donc 750 000 euros d'aide, c'est un peu grâce à vous. Voilà, donc coachcopro.com. On va prendre une dernière question, si vous en avez encore une. Combien de temps la chaleur met-elle pour pénétrer 40 centimètres de pierre, ce qui est la dimension des murs porteurs, je crois. Alors, les murs porteurs, non, ça dépend vraiment de leur,
leur matérialité. Ils peuvent être de 18 centimètres. Et là, Ah comme ça, ouais. je peux pas répondre à la question puisque ça dépend de la chaleur. Et ça dépend pas que de la chaleur, ça va aussi dépendre de l'oscillation de la chaleur. Donc si on a 30 la journée, comme on a prévu, je crois c'est prévu cet après-midi à Paris ou demain, mais que par contre la nuit on retombe à 15, la chaleur elle ne rentrera jamais. Ah, Par contre, si on a des épisodes effectivement sur plus de 10 jours avec plus de 30 degrés et des ouais, températures qui retombent pas en dessous de 25 la nuit, ouais. effectivement, au bout d'un certain temps, bah, la chaleur va réussir aussi à pénétrer une paroi de 40 centimètres. Ça ne dépend pas que de la paroi, ça dépend aussi des conditions météorologiques à l'extérieur. Merci beaucoup pour votre participation. Vous pourrez retrouver le webinaire sur notre chaîne YouTube, Agence parisienne du climat. Merci beaucoup à Monsieur Marocero et merci beaucoup à Monsieur Amouroux pour votre Avec plaisir. présentation. Merci à vous. Merci. Merci, Merci. merci à Au tous. revoir. Un email avec les présentations vous seront également envoyés dans les jours à venir. C'est Voilà. noté. OK. Bonne Merci à soirée. tous et Bonne bonne Merci journée, soirée. à bonne fin de tous. soirée. Au revoir.